Bienvenue sur Histoire monotone. Ce soir, nous allons construire quelque chose de solide, de durable et de protecteur. Laissez vos pensées s'évaporer, comme la brume du matin. Oubliez la complexité du monde moderne, les écrans, le bruit, la vitesse. Imaginez que nous sommes en l'an 1250, dans la campagne française verdoyante. Vous êtes un bâtisseur, un artisan dont les mains connaissent le langage de la pierre et de la terre. Votre mission est simple, élever les murs d'une maison, pierre après pierre, avec patience et précision. Il n'y a pas d'urgence. Le temps de la construction est un temps long, un temps géologique. Installez-vous confortablement sous vos couvertures. Sentez le poids de votre corps s'ancrer dans le matelas, comme une fondation dans la terre, et laissez-vous guider. L'histoire commence maintenant. Tout commence par le sol. Vous vous tenez debout au milieu d'un terrain vague, à la lisière du village. C'est le petit matin. Le soleil n'est pas encore visible, mais le ciel à l'est a pris cette teinte gris-perle qui annonce le jour. L'air est immobile, frais et humide. Il porte en lui l'odeur puissante de la terre retournée. C'est une odeur primitive, riche, l'odeur de l'humus et de l'argile. Hier, vous avez creusé les tranchées pour les fondations. Aujourd'hui, elles sont là, à vos pieds, des cicatrices nettes et profondes dans le sol brun, attendant d'être comblées. Vous prenez une profonde inspiration. L'air froid remplit vos poumons et vous réveille doucement. Vous regardez vos mains. Elles sont larges, calleuses, tachées par des années de travail. La peau de vos paumes est dure comme du cuir, insensible aux aspérités de la roche. Ce sont vos outils les plus précieux. Vous ajustez votre tunique en laine grossière. Elle est épaisse, de couleur écrue et gratte légèrement votre cou, une sensation familière qui vous ancre dans le réel. Vous serrez la ceinture de cuir autour de votre taille. Elle soutient votre sacoche à outils qui pèse lourdement sur votre hanche droite. Ce poids est rassurant. Vous vous dirigez vers le tas de matériaux qui a été livré la veille. Il y a un monticule de pierres calcaires, gris pâle, presque blanches dans la lumière naissante. Elles sont irrégulières, brutes, extraites de la carrière voisine. Chacune a sa propre forme, son propre poids, son propre caractère. À côté, il y a un tas de sable de rivière, plus sombre, encore humide de la rosée nocturne. Et enfin, des sacs de toile contenant la chaux vive, cette poudre blanche et dangereuse qui, une fois mélangée à l'eau et au sable, deviendra le lien indestructible de votre ouvrage. Votre première tâche, avant même de toucher une pierre, est de préparer le liant, le mortier. C'est un rituel lent et méthodique. Vous vous approchez de l'auge en bois, un grand bac rectangulaire noirci par l'usage. Vous prenez votre pelle. Le manche en frêne est lisse, poli par la sueur et le frottement de vos mains au fil des années. Vous le saisissez fermement. Vous commencez à pelleter le sable. Le bruit de la pelle qui pénètre dans les tas de sable est étouffé, doux. Frottement, soulèvement. Vous versez le sable dans l'auge. Le sable coule de la pelle avec un bruissement liquide s'accumulant au fond du bac. Vous comptez les pelletées mentalement. 1, 2, 3. Le rythme est lent. Vous ne forcez pas. Vous économisez vos forces pour la longue journée à venir. Le mouvement de votre corps est un balancier. Flexion des genoux, rotation du torse, extension des bras. C'est une danse silencieuse avec la matière. Une fois le sable en place, vous ouvrez un sac de chaux. Une fine poussière blanche s'en échappe, flottant un instant dans l'air calme. Vous versez la chaux sur le sable. Le contraste est net, le blanc pur sur le gris beige. Maintenant l'eau. Vous puisez l'eau dans le grand tonneau rempli par la pluie. Le seau en bois est lourd. Vous versez l'eau doucement pour ne pas faire voler la chaux. L'eau s'infiltre dans le sable, assombrissant le mélange, créant des rigoles boueuses. Maintenant, le gâchage. C'est l'étape la plus longue, la plus hypnotique. Avec une houe à long manche, vous commencez à mélanger les éléments. Vous tirez la masse vers vous, vous la repoussez, vous la retournez. La matière résiste. Elle est lourde, pâteuse. Vous sentez cette résistance dans vos épaules, dans votre dos. Mais ce n'est pas douloureux. C'est une tension saine. Vous observez la transformation.
Le sable granuleux et la chaux poudreuse disparaissent pour former une pâte grise, onctueuse et homogène. Le bruit change. Au début sec et grattant, il devient humide, gluant. Astérisque, succion. Claquement mou. Astérisque. La houe tranche la masse, la replie. Vous cherchez les grumeaux de chaux sèche, vous les écrasez. Vous ajoutez un peu d'eau, juste un filet. Le mélange doit être parfait, ni trop liquide, ni trop sec. Il doit avoir la consistance d'une crème épaisse, capable de soutenir le poids de la pierre, tout en épousant ses formes. Ce mouvement de va-et-vient avec la houe dure longtemps, 10 minutes, peut-être 20. Le temps s'étire. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à la texture de la boue grise. Vous regardez les spirales qui se forment lorsque vous tournez l'outil. C'est un travail monotone, répétitif, et c'est pour cela qu'il est apaisant. Votre respiration s'est calée sur le rythme de vos bras. Inspire en tirant, expire en poussant. Vous êtes une machine humaine, calme et efficace. Le mortier est prêt. Il est lisse, gris, parfait. Vous plantez la houe dans le tas pour qu'elle tienne debout et vous vous redressez. Vous essuyez votre front avec le revers de votre manche. Le jour s'est levé davantage. La brume commence à se dissiper, révélant les contours des arbres environnants. Il est temps de poser la première pierre, la pierre d'angle. C'est la plus importante. Elle déterminera l'alignement de tout le mur. Vous vous dirigez vers le tas de pierres. Vos yeux scannent les blocs, cherchant celui qui a la bonne forme. Un angle droit naturel, une face plane, une assise stable. Vous en repérez une, un gros bloc de calcaire veiné de gris plus foncé. Vous vous penchez. Vous pliez les genoux pour protéger votre dos, une habitude ancrée depuis l'enfance. Vous posez vos mains sur la pierre. Elle est froide, rugueuse. Vous sentez ses aspérités sous vos doigts. Vous testez son poids. Elle est lourde, dense. Vous prenez une inspiration, bloquez votre souffle et vous la soulevez. Le poids tire sur vos bras, mais vous le maîtrisez. Vous marchez lentement vers l'angle de la tranchée, la pierre serrée contre votre ventre couvert du tablier de cuir. Arrivé au bord de la fondation, vous ne la jetez pas. Vous vous accroupissez lentement, vous déposez la pierre au fond de la tranchée, directement sur la terre battue et nivelée. Vous la faites pivoter pour qu'elle s'aligne parfaitement avec les cordeaux que vous avez tendus hier pour marquer les murs. Vous vérifiez sa stabilité. Vous posez vos deux mains dessus et vous appuyez de tout votre poids. Elle ne bouge pas. Elle est solidaire du sol. C'est le début. Maintenant, le mortier. Vous prenez votre truelle. La lame en fer est en forme de losange, flexible et solide à la fois. Vous la plongez dans l'auge de mortier. Vous en prélevez une bonne quantité, une motte grise qui tient en équilibre sur la lame. Vous revenez vers la tranchée. D'un geste fluide du poignet, vous jetez le mortier à côté de la première pierre. Astérisque, floc, astérisque. Le bruit est mat. Vous étalez la pâte avec le dos de la truelle, créant un lit d'accueil pour la prochaine pierre. Vous tracez des sillons dans le mortier frais pour qu'il accroche mieux. Vous retournez au tas de pierres. Vous en choisissez une deuxième, un peu plus petite, plus allongée. Vous la soulevez, vous la portez. Vous la posez délicatement sur le lit de mortier frais, juste à côté de la première. Vous ne la posez pas simplement, vous l'incrustez. Vous la faites bouger de gauche à droite, millimètre par millimètre, pour qu'elle s'enfonce dans la pâte grise. Le mortier déborde légèrement sur les côtés sous la pression. C'est satisfaisant à voir. Avec le manche de votre truelle, vous tapotez le dessus de la pierre. Astérisque, toc, toc, toc. Ce n'est pas pour la casser, c'est pour la tasser, pour chasser les bulles d'air, pour qu'elle trouve sa place définitive. Le son est sourd, il ne résonne pas. C'est le son de la solidité. Vous prenez votre niveau à fil à plomb. C'est un instrument simple, un triangle de bois avec une cordelette et un point en plomb qui pend au centre. Vous le posez sur les deux pierres. La cordelette oscille doucement puis s'immobilise. Elle est parfaitement verticale. Vos pierres sont de niveau. Vous souriez intérieurement. La précision est votre fierté. Le travail continue ainsi, pierre après pierre. Choisir, soulever, porter, étaler le mortier, poser, ajuster, tapoter. C'est une boucle infinie.
Il n'a pas de surprise. Chaque pierre est différente, mais le geste est toujours le même. Votre corps entre dans un automatisme complet. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à vos mouvements. Vos mains savent quoi faire. Le soleil monte lentement dans le ciel, réchauffant votre dos courbé. Vous enlevez votre tunique de laine pour rester en chemise. L'air est encore vif, mais le travail vous tient chaud. La tranchée commence à se remplir. Une ligne grise et blanche serpente maintenant dans le sol brun. C'est la base des murs qui abriteront des vies, des repas, des sommeils. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une ligne de pierre froide. Parfois, une pierre ne s'ajuste pas bien. Elle est trop bombée ou elle a une arête gênante. Alors vous prenez votre têtu, ce marteau de maçon à tête carrée d'un côté et pointu de l'autre. Vous posez la pierre sur le sol, vous observez le défaut. Avec le côté pointu, vous frappez. Astérisque, tac. Un éclat de pierre saute. Astérisque, tac. Un autre. Vous sculptez la pierre pour qu'elle obéisse. Vous ne la forcez pas, vous la persuadez. La pierre calcaire est tendre, elle se laisse travailler si on connaît son grain. Une fois corrigée, elle s'emboîte parfaitement dans le mur, comme une pièce de puzzle. Le tas de mortier dans l'auge diminue. Vous raclez les bords avec la truelle pour ne rien perdre. Le bruit du métal raclant le bois mouillé est rugueux. Vous utilisez jusqu'à la dernière goutte de ce mélange que vous avez préparé avec tant de soin. Vous vous relevez pour étirer votre dos. Vous regardez votre ouvrage. La première assise est presque terminée sur la longueur du mur sud. C'est une ligne droite, solide, honnête. Le mortier frais entre les joints est sombre, humide. En séchant, il deviendra aussi dur que la pierre elle-même, et aussi blanc. Le silence du chantier est total. Pas de voix, pas de charrette. Juste le frottement de vos vêtements, le choc mou de la pierre contre la terre et le souffle régulier de votre respiration. Autour de vous, la nature observe. Un rouge-gorge s'est posé sur le tas de sable, cherchant des insectes. Il vous regarde travailler, sa petite tête penchée sur le côté. Vous continuez, imperturbable. Vous retournez à l'auge. Il faut refaire du mortier. Encore du sable, encore de la chaux, encore de l'eau, encore le mouvement de balancier de la houe. La répétition est la clé de tout. C'est par la répétition que les cathédrales montent vers le ciel et c'est par la répétition que cette simple maison sortira de terre. Vous ne vous ennuyez pas. Au contraire, cet effort constant vide votre esprit. Les pensées parasites n'ont pas de prise sur vous lorsque vous devez juger de la consistance de la boue ou de l'équilibre d'un bloc de 50 livres. Votre monde s'est rétréci. Il se limite maintenant à cette zone de quelques mètres carrés. Le tas de pierres, l'auge, le mur. Le reste de l'univers est flou, lointain, sans importance. Il n'y a que le gris de la pierre, le blanc de la chaux, le brun de la terre, et vos mains qui font le lien entre eux. Voici la deuxième partie de l'histoire. Le soleil monte, le rythme s'installe et le mur commence à s'élever. Nous entrons dans la phase la plus hypnotique du travail. Le soleil est maintenant haut dans le ciel. Bien que voilé par une couche de nuages blancs et inoffensifs, sa présence se fait sentir par une lumière diffuse, éclatante, qui efface les ombres et uniformise les couleurs. La fraîcheur humide du matin s'est évaporée. L'air est devenu tiède, sec. Il porte maintenant non plus l'odeur de la terre mouillée, mais celle, plus minérale et crayeuse, de la pierre chauffée et de la chaux qui commence à tirer. Votre mur a dépassé le niveau du sol. Ce n'est plus une ligne dans une tranchée, c'est une structure qui s'élève. Une première rangée, puis une deuxième. Vous êtes entré dans le rythme de croisière. C'est un état de transe laborieuse où le temps ne compte plus. Il n'y a que le cycle. Vous êtes devant votre ouvrage, les mains blanches de poussière de chaux. Votre tunique est tachée de gris. Vous prenez une nouvelle pierre. Celle-ci est anguleuse, rebelle. Vous la soupesez, vous la tournez dans vos mains comme on tourne une miche de pain pour trouver le meilleur angle de coupe. Vous cherchez sa face, le côté le plus plat qui sera visible à l'extérieur. Vous la présentez sur le mur. Elle ne va pas, elle boite, elle laisserait un jour trop grand avec sa voisine. Vous ne vous énervez pas, la pierre a sa volonté, et vous avez la vôtre. Vous la reposez au sol. Vous prenez votre têtu, ce marteau lourd à la tête d'acier piqué. Vous posez le pied sur le bloc pour le maintenir. Vous visez une excroissance rocheuse qui gêne l'ajustement. Vous levez le bras. Le marteau retombe. Astérisque, clingue,
Astérisque. Le son est clair, métallique, chantant. Un éclat de calcaire saute, tournoie en l'air et retombe dans l'herbe. Vous frappez encore. Astérisque. Clingue, clingue. C'est un rythme précis. Vous sculptez la matière brute pour l'intégrer à l'ordre humain. Vous reprenez la pierre. Vous la posez à nouveau. Cette fois, elle s'emboîte parfaitement. Vous souriez intérieurement. C'est une satisfaction simple, géométrique. Vous prenez votre truelle. Le bruit de la truelle raclant le mortier dans l'auge est devenu la bande sonore de votre journée. Astérisque. Scritch, scritch. Vous chargez la lame, vous jetez le mortier, vous lissez. Vous posez la pierre, vous appuyez. Le mortier bave sur les côtés. Avec la tranche de la truelle, vous coupez l'excédent de pâte grise d'un geste net et vous le renvoyez dans le joint vertical. Rien ne se perd. Le mur monte maintenant à hauteur de vos genoux. Vous devez vérifier la verticalité. Vous ne faites pas confiance à vos yeux seuls. L'œil peut être trompé par la fatigue ou la lumière. Vous saisissez votre fil à plomb. Vous plaquez la planchette de bois contre la pierre la plus haute. Le plomb, suspendu à sa ficelle de chanvre, descend le long de la paroi. Il oscille doucement, cherchant son équilibre, attiré par le centre de la terre. Vous retenez votre souffle pour ne pas perturber sa course. Le plomb s'immobilise. La ficelle effleure à peine les pierres du bas, sans les toucher, sans s'en écarter. C'est parfait. Le mur est droit. Il tiendra 1000 ans. Votre estomac se manifeste par un creux léger. C'est le milieu du jour. Il est temps de rompre le travail. Vous plantez votre truelle dans le tas de sable pour la nettoyer. Vous essuyez vos mains sur un chiffon accroché à votre ceinture, faisant voler un nuage de poussière blanche. Vous vous dirigez vers l'ombre d'un grand chêne qui pousse à quelques pas du chantier. C'est votre refuge. Vous vous asseyez lourdement au pied de l'arbre, le dos appuyé contre l'écorce rugueuse. Le contraste est délicieux. Vos muscles, sollicités toute la matinée, se relâchent instantanément. Vous étendez vos jambes devant vous. Vos bottes sont couvertes d'une fine pellicule de poussière grise. Vous sortez votre repas de votre besace. Un linge noué contient votre déjeuner. Vous dénouez le tissu. À l'intérieur, une moitié de pain bis, une tranche de lard salé et quelques oignons crus. C'est une nourriture de bâtisseur, dense et forte. Vous sortez votre couteau de poche. Vous coupez un morceau de pain. La croûte est épaisse, résistante. Il faut appuyer fort. La mie est serrée. Vous mangez lentement. Chaque bouchée demande un effort de mastication et cet effort vous calme. Le goût du pain est simple, le goût du grain. Le lard apporte le sel dont votre corps a besoin après avoir transpiré. Vous croquez dans l'oignon. Le piquant vous monte au nez, vous fait cligner des yeux, nettoie votre palais. Vous prenez votre gourde en cuir. Vous retirez le bouchon de bois. Vous buvez de longues gorgées d'eau fraîche, coupée avec un peu de vin pour lui donner du corps. Le liquide frais descend dans votre gorge, apaisant la soif de poussière. Pendant ce repos, vous ne faites rien d'autre que regarder. Vous regardez votre mur. De là où vous êtes, il ressemble à une cicatrice ordonnée dans le paysage. Vous voyez les lignes horizontales des assises de pierre, régulières, rassurantes. Vous voyez l'échafaudage en bois que vous devrez bientôt monter si le mur continue de grimper. Autour de vous, la campagne est silencieuse. Les oiseaux de midi se taisent, accablés par la chaleur naissante. Seul le bourdonnement grave d'un gros insecte, peut-être un frelon ou un bourdon, trouble l'air immobile. Il passe près de vous, fait un cercle et s'éloigne. Vous fermez les yeux un instant, juste un instant. Vous sentez la brise légère caresser votre visage en sueur. Vous entendez le bruissement des feuilles de chêne au-dessus de votre tête. C'est un murmure continu, comme celui de la mer, bien que la mer soit très loin. Vous pourriez vous endormir là, contre l'arbre, mais le mur vous appelle. Le mortier n'attend pas indéfiniment. Vous rouvrez les yeux. Vous rangez le reste de votre repas, vous repliez le linge avec soin. Vous vous levez. Vos genoux craquent, vos hanches sont raides, mais une fois debout, la machine se remet en marche. Vous retournez au soleil. L'après-midi sera longue. Le soleil entame sa descente lente vers l'ouest. La lumière devient plus dorée, plus chaude. Les pierres semblent avoir emmagasiné la chaleur de midi. Elles sont tièdes au toucher maintenant. C'est agréable. Le tas de mortier est épuisé. Il faut en gâcher à nouveau. Vous reprenez la pelle, la houe, le sable, la chaux, l'eau. Le rituel recommence.
Frottement, clapotis, succion. C'est la même danse qu'au matin, mais vos mouvements sont plus économes, plus fluides. Vous ne gaspillez pas une once d'énergie. Vous êtes en pilote automatique. Votre esprit vagabonde librement pendant que vos bras mélangent la boue grise. Vous pensez à la forme des nuages, à la texture du bois, à rien de précis. Une fois l'auge pleine, vous retournez au mur. Il arrive maintenant à la hauteur de vos cuisses. Vous devez commencer à soulever les pierres plus haut. L'effort change. Vous pliez davantage les jambes, vous utilisez l'élan de votre corps pour hisser les blocs. Vous arrivez à un endroit difficile, l'emplacement d'une future fenêtre. Ici, il ne faut plus monter tout droit, il faut créer une ouverture. Vous choisissez des pierres aux angles très nets pour former les jambages, les côtés verticaux de la fenêtre. C'est un travail de précision. Vous posez une pierre d'angle longue et plate. Vous vérifiez son alignement sur deux faces, la face du mur et la face de l'ouverture. Le niveau, le fil à plomb. Encore et encore. La précision est une forme de prière pour le maçon. Une erreur ici et la fenêtre sera de travers, les volets ne fermeront jamais. Vous prenez votre temps. Vous grattez 1 mm de mortier ici, vous ajoutez un petit caillou de calage là. C'est de la microchirurgie sur des blocs de 50 kg. Le temps s'étire, visqueux comme le mortier. Il n'y a pas d'heure, il n'y a que des rangées de pierres. Une rangée finie. On remonte le cordeau. On recommence. Parfois, vos mains rencontrent une surprise. Une pierre, en la retournant, révèle un fossile incrusté dans le calcaire. Une petite coquille en spirale, prisonnière de la roche depuis la nuit des temps. Vous passez votre pouce dessus. La surface est lisse, froide. Vous vous demandez brièvement quel océan recouvrait ces terres il y a si longtemps. Puis, sans sentimentalisme, vous posez la pierre, fossile, vers l'extérieur. Ce sera un petit détail secret de la maison, une décoration que seul celui qui regardera de très près verra. Votre fatigue commence à s'installer, mais c'est une fatigue différente de celle du matin. C'est une lourdeur qui s'accumule dans les avant-bras et le bas du dos. Vos mains sont devenues sèches, la chaux absorbe l'humidité de votre peau. Vous sentez chaque petit muscle de vos doigts. Mais vous continuez, le rythme vous porte. Posez, ajustez, tapez. Astérisque, toc, toc, toc. Le mur atteint maintenant votre taille. Il commence à créer sa propre ombre. D'un côté du mur, le sol est au soleil. De l'autre, une bande d'ombre fraîche s'étire sur l'herbe. La maison commence à exister. Elle commence à diviser l'espace, le dedans et le dehors. Même sans toit, l'intérieur commence à se sentir différent, plus clos, plus intime. Vous devez aller chercher de nouvelles pierres. Le tas près du mur a diminué. Vous faites des allers-retours avec une brouette en bois, la roue est cerclée de fer. Elle grince sur les cailloux du chemin. Astérisque, quick, quick, quick. Ce grincement régulier rythme vos pas. Vous chargez la brouette, vous la poussez, vous la déchargez. Le bruit des pierres qui s'entrechoquent en tombant est un claquement sec, poussiéreux. Le soleil baisse encore, la lumière vire à l'orange. Les ombres s'allongent démesurément. Votre propre ombre s'étire sur le sol, géante, mimant vos gestes. L'air commence à rafraîchir très légèrement. C'est la fin de l'après-midi qui approche. C'est le moment où le travail est le plus beau, car la lumière rasante met en valeur le grain de la pierre, le relief des joints. Le mur prend une texture dorée vivante. Vous décidez de finir le mortier qui reste dans l'auge avant d'arrêter. Il ne faut pas le laisser durcir pendant la nuit. Il reste de quoi poser peut-être 5 ou 6 pierres. Vous choisissez les dernières candidates de la journée. Vous travaillez avec une sorte de tendresse pour ces derniers blocs. Vous nettoyez soigneusement les bavures de mortier sur la face du mur avec un petit balai de brindilles. Vous voulez laisser le chantier propre. La dernière pierre est posée. Vous raclez le fond de l'auge. Il ne reste plus rien, juste du bois humide taché de gris. Vous lissez le dernier joint. Vous passez votre doigt ganté sur le mortier frais pour lui donner une forme légèrement creuse, parfaite.
Vous reculez d'un pas. Vous regardez votre journée de travail. Ce matin, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un mur solide, haut comme votre taille, qui dessine l'angle d'une maison. C'est tangible, c'est réel. Si vous le frappez du plat de la main, il ne vibre pas. Il est là pour durer. La journée de construction touche à sa fin, mais pas la journée de l'homme. Il faut maintenant nettoyer les outils, ranger le chantier et préparer le corps au repos. L'odeur du soir commence à monter de la terre, une odeur d'herbe qui refroidit et de fumée de bois venant des maisons du village au loin. Voici la troisième et dernière partie de l'histoire. Le travail s'arrête, la nuit tombe et le corps fatigué trouve enfin le repos mérité. Le soleil a disparu derrière la ligne sombre des collines à l'ouest. Le ciel est passé d'un or vibrant à un bleu profond, presque violet, cette couleur particulière de l'heure bleue où les contours des choses deviennent flous. Sur le chantier, le silence est retombé, plus lourd et plus profond que celui du matin. Les oiseaux se sont tus. Seul le chant rythmé des grillons commence à monter des herbes hautes, une pulsation sonore qui accompagne la fin du jour. Vous êtes debout devant votre mur. Il est là, massif, silencieux. La chaux fraîche entre les pierres luit faiblement dans la pénombre, comme des veines d'argent dans la roche sombre. C'est le moment du nettoyage. Pour un bâtisseur, prendre soin de ses outils est aussi important que poser la pierre. Vous prenez votre seau et vous allez le remplir une dernière fois au tonneau d'eau. L'eau est noire, la surface lisse comme un miroir. Vous plongez votre truelle sale dans le seau. Vous frottez la lame métallique avec une poignée d'herbe sèche ou un vieux chiffon. Le mortier séché se détache, troublant l'eau claire. Vous insistez sur le manche, là où votre main a laissé sa sueur et sa poussière. Le métal réapparaît, brillant, propre. Vous essuyez la lame, vous la rangez dans votre sacoche en cuir. Elle glisse dans sa poche avec un frottement doux. Ensuite, l'auge à mortier. Vous la raclez méticuleusement, vous la rincez. Le bois mouillé redevient sombre. Vous la retournez contre le tas de sable pour qu'elle s'égoutte pendant la nuit. C'est un geste de clôture. Le chantier est fermé. Mais avant de partir, il reste une chose à faire. La nuit sera fraîche et la rosée pourrait endommager le mortier encore tendre qui n'a pas fini sa prise. Vous prenez des nattes de paille tressées et de vieilles toiles de jute. Avec des gestes lents et paternels, vous recouvrez le haut du mur. Vous bordez la pierre comme on borde un enfant. Vous posez quelques cailloux sur la paille pour que le vent ne l'emporte pas. Maintenant, votre ouvrage est protégé. Il peut dormir en sécurité. Vous ramassez votre besace, votre gourde vide, votre veste. Le poids de vos outils à la ceinture est toujours là, mais il semble faire partie de vous. Vous quittez le chantier. Vos bottes crissent sur le chemin de terre. Vous marchez lentement. Il n'y a aucune raison de se presser. La journée est finie et vous l'avez bien remplie. Votre abri n'est pas loin. C'est une petite cabane temporaire en bois et en torchis, construite à l'orée du bois pour la durée du chantier. Vous voyez une faible lueur à travers la porte entr'ouverte. Quelqu'un, peut-être votre apprenti ou simplement un voisin bienveillant, a ravivé le feu pour vous. Vous poussez la porte. La chaleur vous enveloppe instantanément. Une chaleur sèche et boisée qui contraste avec l'humidité montante de la nuit. L'odeur est celle de la fumée, de la soupe de légumes et du foin sec. C'est un espace simple, une table, un banc, une paillasse dans le coin. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous déposez votre sacoche d'outils dans un coin, le bruit sourd du cuir lourd touchant le sol est le signal de la libération. Vous défaites votre ceinture. Vos hanches, libérées du poids, semblent flotter. Vous étirez votre dos. Vous entendez vos vertèbres craquer doucement, une à une. Vous faites rouler vos épaules. La tension accumulée dans vos trapèzes commence à fondre. Vous vous approchez d'une bassine d'eau tiède posée près du feu, vous plongez vos mains dedans. L'eau devient instantanément grise. Vous frottez vos paumes l'une contre l'autre, la chaux a asséché votre peau, la rendant rêche comme du parchemin. Vous prenez un morceau de savon grossier, fait de graisse et de cendre. Il ne mousse pas beaucoup, mais il nettoie. Vous vous lavez le visage, le cou, les bras. L'eau emporte la poussière de pierre, la terre, la fatigue. Vous vous séchez avec un linge rude. Votre peau picote, vivante, propre. Vous vous asseyez sur le banc de bois. Vos jambes sont lourdes, comme si elles étaient elles-mêmes faites de pierre. Vous les étendez devant vous.
Vous regardez le feu. Les flammes lèchent une bûche de hêtre, créant des cavernes incandescentes dans le bois. Vous vous perdez dans la contemplation de ce paysage de feu. Le repas est prêt. Une marmite en fonte pend à la crémaillère. Vous vous servez une louche de brouet épais, des fèves, du chou, un peu de lard. C'est chaud, nourrissant. Vous mangez directement au bol, sans parler. La chaleur de la soupe descend dans votre estomac et irradie dans tout votre corps. Une torpeur délicieuse commence à vous envahir. Vos paupières deviennent lourdes, très lourdes. Le simple fait de tenir la cuillère demande un effort. Une fois le bol vide, vous le posez. Vous restez assis encore un moment, les mains jointes sur le ventre, digérant, respirant. Le silence dans la cabane est total, juste ponctué par le craquement du feu et le vent qui se rêve dehors, frottant les branches contre le toit. Il est temps de dormir. Vous vous levez avec difficulté. Votre corps est un poids mort que vous devez traîner jusqu'au lit. Vous retirez vos vêtements, votre tunique, vos chausses. L'air de la pièce caresse votre peau nue. Vous vous dirigez vers la paillasse. Elle est basse, posée sur un cadre de bois simple. Vous vous asseyez, le matelas de paille bruisse sous votre poids. Astérisque, frouch, astérisque. C'est le son du repos. Vous vous allongez. Le soulagement est immédiat, total. Votre dos rencontre la surface plane et c'est comme si la terre elle-même vous soutenait. Vous sentez chaque muscle se défaire de ses nœuds. Vos mollets, vos cuisses, vos fesses, votre dos, votre nuque. Tout se relâche, tout s'étale. Vous remontez la couverture de laine rugueuse jusqu'à votre menton. Elle est lourde et ce poids est rassurant. Il vous cloue au lit, vous empêchant de bouger, vous obligeant au repos. Vous cherchez une position confortable. Vous vous tournez sur le côté, votre joue contre l'oreiller rempli de balles d'épeautre qui crissent doucement. L'odeur de la paille est forte, une odeur de champ, de soleil séché. Vous fermez les yeux. Dans le noir, derrière vos paupières, vous voyez encore des images de la journée. Vous voyez la blancheur de la pierre au soleil. Vous voyez la pâte grise du mortier qui s'étale. Vous voyez le fil à plomb qui oscille et se stabilise. Ces images ne sont pas stressantes, elles sont monotones, répétitives, apaisantes. Pierre après pierre, rangée après rangée. Votre respiration ralentit, elle devient profonde, ventrale. Inspire, astérisque, le calme entre. Expire, la fatigue sort. Dehors, le mur que vous avez construit est là, debout dans la nuit. Il est solide, il ne bougera pas. Il attendra demain, il attendra votre retour. Vous n'avez plus à vous en soucier. Votre tâche est accomplie. Vos pensées deviennent floues. Le mot pierre perd son sens et devient une forme, une sensation. Le mot mur devient une protection. Vous vous sentez en sécurité. Rien ne peut vous atteindre ici. Vous êtes au chaud, au sec, et demain est un autre jour. Le sommeil arrive non pas comme une chute, mais comme une marée montante. Une eau tiède et sombre qui vous submerge lentement, partant des orteils et remontant jusqu'à la tête. Vous ne luttez pas, vous vous laissez porter. Le feu dans la cheminée n'est plus qu'une lueur rougeoyante qui faiblit. Le monde s'efface. Il ne reste que le rythme lent de votre cœur et le silence de la nuit médiévale. Dormez. Tout est calme, tout est pierre, tout est paix. Bonne nuit.